Prenez l'habitude de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir ou bonjour, cela dépendra de l'heure à laquelle vous suivez ces magazines d'actualité dénommé Actualité croisée. Aujourd'hui, nous avons le signe honneur de recevoir sur ce plateau quelqu'un de rare, mais il s'est décidé quand même d'apparaître dans vos petits écrans pour palper certaines questions d'actualité qui défraient la chronique sur le monde scientifique, sur le monde politique, sur le monde de la société civile, que sais-je encore. Il s'agit bel et bien du professeur, docteur, ingénieur Roger Bimola. Il est recteur dans cette institution d'enseignement supérieur William Booth, situé sur l'avenue Kassaï dans la commune de Barumbo. Avec lui, nous allons faire le tour de l'actualité à ce qui concerne l'année académique qui vient de s'achever au sein de son institution depuis le 29 juillet dernier. Et aussi, nous allons prendre le temps de fleurer un peu certaines questions d'actualité liées à la politique, à l'économie, au social et à l'environnement en République démocratique du Congo. Je m'en vais déjà lui dire bonjour, monsieur Roger Bimola. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Bon, je me porte assez bien. J'ai passé les 2 dernières semaines étaient très difficiles à cause des 2 personnes chères que j'ai perdues et en même temps, et mon père et mon frère. Et j'aimerais, garder une pensée pieuse pour ces 2 êtres chers qui nous ont quittés en même temps. Nous partageons cette compassion parce que nous avions appris, vous n'étiez pas au pays, vous étiez à l'étranger, vous êtes rentré avec ces événements qui vous ont frappé. En tout cas, nous vous présentons vivement nos condoléances et aussi nous vous demandons d'être forts parce que la vie continue. Mais cela n'est pas le dossier du jour. Ici, nous sommes venus vous voir pour parler un peu de ce qui vous concerne. Ce qui vous concerne, c'est William Booth. Ce qui vous concerne, c'est le Congo. Ce qui vous concerne, c'est la jeunesse congolaise tout entière. Monsieur Bimola, aujourd'hui, jour pour jour, le 24 avril 2017, l'université William Booth a soufflé sur ses 20 bougies. Et ça faisait 20 ans depuis la création de cet alma mater. 20 années après, comment on peut faire le bilan d'une si grande institution universitaire ? Merci. C'est vrai, c'est vite passé 20 ans. J'avais quel âge quand on m'a donné la charge du secrétariat général académique, frais diplômé de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, avec un doctorat en sciences, un postdoc en chimie organique. Mais j'avais déjà fait l'UPEN à l'époque, donc les petits détails de la pédagogie on maîtrisait. J'avais enseigné à l'époque à l'Institut Kassaï, Collège Joseph, donc Sainte-Anne, avant de partir. Donc on connaissait un peu le système. J'avais fait l'UPEN avant d'y aller. Donc j'avais déjà un gradué en pédagogie appliquée de l'UPEN avant d'aller embrasser ces études au niveau de la Suisse. 20 ans après, je peux dire que la petite université Wapi Bâtiment, UVB, Université Wapi Bâtiment, est devenue une institution appréciée de Quinois et de tous les Congolais pour 3 ou 4 raisons simples. 1. Nous respectons le calendrier académique. Les années passent et se ressemblent parce que nous sommes dans le respect strict du calendrier, pas dans le bâclan. Les professeurs donnent cours, ils sont choisis par leurs pairs, donc il y a la sélection par les pairs. Vous ne rentrez pas à William Booth simplement parce que vous avez un bon dossier. Il faut aussi que ceux qui sont là vous acceptent, ça c'est important. Et troisièmement, chez nous, un étudiant, une place. Donc nous n'avons pas des étudiants qui sont debout, qui viennent à 5 heures pour prendre une chaise, etc. Non, on ne les fait pas. Et ce qui est encore intéressant, les gens ont suivi ce que nous avons lancé comme triptyque. C'est-à-dire, nous voulons un enseignement de qualité dispensé par des enseignants de qualité pour former des enseignants de qualité. Ça a toujours été notre leitmotiv, ça a toujours été notre objectif pour réaliser ce qui nous a été demandé, donner à nos étudiants, nos diplômés, la dignité, leur donner le sens de l'honneur afin qu'ils tendent vers l'excellence. C'est pour cela, la devise de notre université, c'est dignité, honneur, excellence. Et nous avons essayé durant 20 ans de construire cette université partant de rien, je répète, de rien,
les premiers cours ont débuté dans les salles de réunion de l'armée du salut au site que nous envoyons aujourd'hui. Et cela sans aucun sou extérieur, que ce soit de l'État ou d'une autre, congrégation ou d'une autre personne. L'université William Booth se construit dans la gestion, dans le management au quotidien des ressources que l'armée du salut a mis à notre disposition et de les ressources que nous tirons et de Minerval et de ce que nous vendons comme espace, comme place de conférence. Maintenant, on a mis en place un restaurant universitaire, ainsi de suite. Tout cela a permis de créer, de monter l'université que vous voyez aujourd'hui. Alors, M. Roger Bimola, qu'est-ce qui fait la particularité de cette alma mater? La particularité de cette alma mater est qu'elle est chrétienne, elle est salutiste, elle est privée. L'université William Booth est une université congrégationnelle. Elle appartient à la congrégation Armée du Salut. Vous savez que l'Armée du Salut est dans le social. L'Armée du Salut au Congo est là depuis 1934, plus de 80 ans. Elle a construit des écoles, des hôpitaux, des centres de santé, des maternités. Elle est dans ce service au prochain. D'ailleurs, le fondateur de l'Armée du Salut, qui est l'éponyme de l'université, donc William Booth, c'est le fondateur de l'Armée du Salut dans le monde en 1865, a dit ceci: nous avons le cœur tourné vers Dieu et la main tendue vers le prochain. Et c'est cela que nous faisons. Donc l'Armée du Salut ici au Congo, si elle ne fait pas cette mission, si elle ne réalise pas sa mission première de secourir des gens, de tendre la main vers le prochain, ne peut pas tourner le regard vers Dieu. Donc c'est ces deux axes importants, le cœur tourné vers Dieu et la main tendue vers le prochain, qui soutiennent notre action. Alors, 20 années après, nous palpons là-dessus. Est-ce que vous êtes convaincu que les réalisations arrêtées ont atteint leur objectif? Non, je pense que ça sera plutôt très présomptueux de notre part de dire que nous aurons atteint tous nos objectifs. On a échoué à certains endroits. Oui. Moi, quand j'enregistre dans une salle de classe en G1, 150 étudiants en droit, et à la première session, il n'y a que 20% de réussite, je ne suis pas content. Quand in fine, après la deuxième session, il y a 56% de réussite, où sont partis le 44%? Vous comprenez? Je ne suis pas content, je ne suis pas fier. Vous comprenez? C'est un souci. Quand les étudiants viennent chez nous, il y a un contrat moral. À part le fait de vouloir percevoir le Minerval, d'enseigner, il y a des relations qui s'établissent, une empathie, un amour qui s'établit entre ces étudiants qui viennent et nous, les cadres de cette université. Nous aimerions que tous ces étudiants accèdent au Graal, comme qui dirait, accèdent à ce diplôme qu'ils cherchent. Mais nous n'aimerons pas qu'ils accèdent seulement au diplôme, mais qu'ils accèdent au diplôme via l'acquisition des compétences et des connaissances. C'est pour cela que nous avons toujours incité nos étudiants à être dans les salles de cours, parce que nous pensions que suivre un cours, c'est développer plusieurs sens. D'abord, vous voyez, vous suivez le professeur, vous l'écoutez, vous sentez, vous entendez ce que les gens dans la salle ont comme réaction, donc vous apprenez triplement, je peux même dire plus que triplement. Si vous n'êtes pas là, vous recopiez les notes de votre copain qui a peut-être mal compris, qui a peut-être fait des fautes. Double négation, il a rendu une négation dont le sens de la phrase a changé. En ce moment-là, vous n'allez pas répondre correctement aux questions une fois qu'elles vous seront posées. Donc, nous avons voulu pousser les étudiants à être assidus au cours. On a même dit à un moment donné que chez nous, l'assiduité au cours, on prenait la présence. Quelqu'un avait même qualifié l'université William Booth d'un institut du collège prolongé. Donc, institut secondaire, là, c'est comme on a le collège prolongé parce qu'on contrôlait les présences, on conseillait les étudiants. Et nous avons aussi, dans la même foulée, mis en place une cellule de guidance. Les étudiants de G1, G2, G3 jusqu'en L2 sont encadrés par des assistants qui les connaissent personnellement, qui parlent avec eux de leurs difficultés, qui essaient d'organiser même des cours de récupération ou même des cours spéciaux
quand ils ont des difficultés. Donc on a mis en place une cellule de guidance qui permet vraiment aux plus faibles d'être aidés par des aînés afin de rattraper le retard. Tout ça font partie des résultats positifs. Je ne parle pas du matériel, je parle de l'immatériel, le savoir, la connaissance, la transmission des connaissances, les compétences acquises. Et cela est notre fierté. Et ce dont je suis encore le plus fier, c'est que depuis 20 ans, chez nous règne l'anonymat. C'est le royaume de l'anonymat. Tous les examens chez nous se passent sous anonymat. Aucune feuille ne porte un nom. Et tous les examens sont codés, les feuilles sont codées. Et l'étudiant ne peut pas dire parce que j'ai pu ou je n'ai pas pu à quelqu'un, il va. Non. Et on décode à la dernière minute quand on a fini la délibération. Donc c'est cela qui est important chez nous. Et c'est ma fierté comme secrétaire général académique de l'avoir introduit. Je suis introduit ce qu'on appelle le carnet de l'étudiant. En fait, je peux dire que rien n'est nouveau sur les cieux. C'était dans la réalisation pendant 20 ans. Oui, j'ai copié ce que j'avais moi-même comme étudiant en Suisse. À quoi consistaient ces carnets? Le carnet, il est simple. Le carnet, c'est vraiment un carnet qui a des feuillets. Déjà là-dedans, on reprend l'identité de l'étudiant, on reprend les extraits du règlement intérieur de l'université. Donc l'étudiant est censé l'avoir. Et en plus, l'étudiant a les noms de tous les professeurs qui donnent cours. À la fin de chaque cours, le professeur doit signer pour attester que l'étudiant a réellement suivi le cours. Et l'étudiant, quand il vient s'inscrire au rôle, on lui donne son code, son numéro, il attache au carnet. Quand il remet sa feuille de l'examen, on lui remet son carnet signé. Ce qui veut dire que la feuille d'examen ne peut pas se perdre. Parce que quand l'assistant ou bien le surveillant lui rend son carnet d'étudiant, il le rend en échange de la feuille d'examen. Donc vous vous rendez compte que chez nous, si une feuille d'examen disparaissait ou disparaît, ça va créer un problème parce qu'on saura à quel niveau cette feuille s'est envolée. Donc ce qui fait que, et les résultats, et comment on appelle ça, les résultats de façon générale vont dans le sens de l'amélioration de la gestion académique. Okay? Les étudiants sont en confiance, les surveillants, les professeurs sont en confiance, ils savent que cet étudiant-là a suivi mon cours, il n'a pas suivi. Okay? Si demain il faisait un recours, il lui peut bien dire non, cet étudiant n'a jamais été au cours, il n'a jamais rendu les TP, il n'a jamais fait les séminaires, il n'a jamais fait des exercices dirigés, ainsi de suite. Donc, du point de vue académique, nous pouvons être contents. Malheureusement, ça vous le savez aussi bien que moi, nous avons eu quelques difficultés avec la qualité des jeunes qui venaient des écoles secondaires. Je crois que ça commence à s'améliorer, mais il y a 5-10 ans, on avait des étudiants qui avaient beaucoup de difficultés pour écrire ou pour parler. Et je sais que moi, je suis souvent avec des étudiants, je joue au foot avec eux, au basket. Je leur dis, mais même quand vous êtes sur le site, vous ne parlez qu'en lingala. Demain, comme avocat, vous allez plaider en lingala. Vous allez plaider en français. Alors habituez-vous à parler cette langue qui sera la langue du travail. Je ne dis pas que le lingala n'est pas une bonne langue, mais notre langue de travail est le français et les étudiants étaient invités à s'exprimer correctement en français pour se préparer à leur métier, à leur profession. Voilà un peu ce que je peux dire du travail qui a été fait en 20 ans. Là, vous avez brossé le tableau de ce 20 années passées, alors que vous étiez encore secrétaire général académique de cette institution universitaire. Mais je reviens à vous, M. Roger Boumoula, quand je parle des activités, en termes clairs, le corps professoral, le recrutement des étudiants, comment ça s'est fait ici? Bon, j'ai été secrétaire général académique 10 ans et j'ai été vice-recteur 10 ans. Donc, ça a évolué avec la confiance de l'Église et avec l'appui du défunt recteur, le professeur Gaston Piutou, qui m'avait fait confiance, avec qui on a travaillé comme père et fils. Hein? C'est vraiment l'expression que nous aimons utiliser ici. Pour le recrutement des étudiants, au fait, on n'entre pas à l'université sur base d'une recommandation. Notre université, bien qu'elle soit confessionnelle, ne demande pas une recommandation d'un pasteur, d'un officier, non, d'un diacre, non. Vous rentrez, la loi le dit d'ailleurs, qui peut accéder à l'enseignement supérieur? Celui qui a un diplôme d'État, d'abord. Ceux qui ont, après
avec le ministre, je crois, Machako ou bien Théophile Bemba, on a changé, on a demandé que ceux qui avaient moins de 60% puissent passer un concours. Nous faisions passer un test. Pour nous, c'était un test d'orientation. Je vous ai parlé de la cellule de guidance. Ceux qui avaient moins de 60%, quand ils venaient à ce test et qu'ils réussissaient, c'était très bien, ils passaient directement au G1. Ceux qui ne réussissaient pas, nous les recrutions quand même, mais nous mettions en place de cellules d'encadrement pour aider ces étudiants avec des cours de français, de mathématiques, bref, tout ce qui avait trait connaissance générale. Donc ça, c'est quelque chose qui a permis d'inscrire, de donner la chance à beaucoup d'étudiants qui n'avaient peut-être pas le niveau au départ, mais qui, en travaillant, ont pu rattraper le retard. Ce que nous avons aussi fait, nous avons recruté depuis 15 ans maintenant nos assistants au sein de nos propres lauréats. Ceux qui terminent avec grande distinction sont automatiquement retenus comme assistants. Vous ne voulez pas recruter, disons? Oui, ils sont recrutés. Ah, c'est pas automatique. Recruter ceux qui viennent ailleurs, non? Non. Avant, recruter ceux qui venaient d'ailleurs. Mais une fois qu'on a eu nos propres produits, nous devions faire confiance en nos propres produits. Pourquoi je l'ai dit? Je suis manager. Vous savez, quand quelqu'un a évolué dans un milieu, il connaît l'esprit, il connaît qui est qui, qu'est-ce que nous recherchons, quels sont nos objectifs. C'est plus facile de l'intégrer afin que lui aussi puisse transmettre les mêmes valeurs. Vous savez, la valeur des dirigeants dans une organisation est au sommet de la pyramide de l'organisation. La valeur de ceux qui enseignent, qu'est-ce qu'ils partagent, ce qu'ils partagent, ce qu'ils ont en eux, c'est cela qui est important. Les connaissances, tout le monde peut en avoir, mais les valeurs doivent être partagées et les valeurs chrétiennes, les valeurs morales, ces valeurs-là, on ne les retrouve pas comme ça. Et nous pensons que les étudiants qui ont évolué chez nous, qui ont été pétris dans ce bain, qui avaient pour socle Jésus-Christ, parce qu'ils ont des cours d'éthique chrétienne 1, 2, 3, qui passaient avec l'aumônier, qui connaissent aussi maintenant l'armée du salut, ces étudiants-là peuvent facilement s'intégrer dans les corps professoral pour continuer notre mission, pour poursuivre les objectifs qui nous ont été assignés. Alors aujourd'hui, l'université William Booth compte combien de professeurs? L'université William Booth compte en soi les professeurs formés par elle-même. À peine 5 professeurs formés par l'université William Booth. La plupart des professeurs sont des professeurs visiteurs. La plupart, maintenant, les chefs de travaux sont des chefs de travaux que nous formons, qu'on envoie à l'UNIKIN, qu'on a envoyé à Liège, qu'on a envoyé au Sénégal, qu'on a envoyé au Bénin. Il y a 3 qui sont rentrés, qui sont devenus professeurs, ainsi de suite. Nous avons mis en place aussi une politique de formation à l'interne pour que nous ayons nos propres professeurs. Maintenant, là où c'est difficile, je peux le dire, c'est que quand vous formez un doctorant, un docteur qui rentre au Congo actuellement, à l'époque, il y a 10 ans, les conditions offertes au niveau public n'étaient pas bonnes, n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Okay. Alors nous attirions beaucoup plus de candidats professeurs chez nous. Les conditions se sont un peu inversées avec les salaires améliorés, les véhicules qu'on donne à crédit, des logements. Et c'est plus difficile maintenant pour les privés de retenir même leurs propres produits qui reviennent comme professeurs, parce qu'ils sont attirés par la stabilité qu'offre actuellement l'enseignement public, l'enseignement supérieur public avec les conditions de nos professeurs. Mais nous ne nous fatiguons pas, nous essayons d'améliorer encore les choses pour que nos produits restent et que nous attirions encore vers nous les meilleurs professeurs qui rentrent au Congo. J'avais promis à l'intro de cette émission que nous allions parler de vous, en tant que personne. Roger Bimola, recteur de l'université William Booth. 10 ans après, vous êtes à la tête de cette institution. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez apporté comme innovation? Je pense que l'innovation que j'ai apportée, ce n'est pas apporter d'innovation. C'est de continuer le travail qui a été fait, qui a été lancé dans une perspective de plus de 10 ans. Ok? Ce que j'ai pu amener comme petite amélioration, c'était, à la fin, on a eu des journées stratégiques avec tous les collaborateurs pour projeter, pour faire le plan stratégique
de 20 ans, de 15 ans à venir. Donc l'année passée, au mois d'août, nous étions en séminaire pour peaufiner ce plan, pour se dire d'abord faire l'état des lieux, où est-ce que nous étions, qu'est-ce que nous avons fait ces 20 ans, et comment nous allons aborder les prochaines 20 années à venir. Ça, c'est quelque chose qui a été fait. Le plan d'aménagement du site. Vous savez, le site de l'université est toujours en mutation. Je peux me dire en évolution. Je peux dire, je ne peux pas parler de la révolution de la modernité, mais je veux dire en modernisation. Nous essayons d'adapter le cadre aux conditions actuelles d'enseignement. Vous savez, maintenant, les étudiants ont des laptops, ils ont des GSM, ils ont tout. Chez nous, il faut une connexion Wi-Fi. On a essayé de mettre une connexion Wi-Fi. On a mis en place pour les facultés des sciences de l'information et de la communication des studios radio, studios télévision pour les étudiants. Ils en ont. Maintenant, quand vous sortez journaliste chez nous, vous n'êtes pas surpris devant un micro et une caméra parce que vous êtes déjà habitué à les utiliser. Nous avons mis en place un laboratoire pour notre faculté de médecine et un laboratoire bien équipé qui va même au-delà de la formation de G1, G2, G3. C'est-à-dire que là, les médecins qui sortent chez nous seront déjà habitués au diagnostic par un labo. C'est-à-dire toutes les analyses qui seront faites pourront permettre à assurer un diagnostic juste, un diagnostic certain. On ne peut pas tâtonner quand il s'agit de la vie des gens. Ailleurs, tant qu'on n'a pas eu le résultat d'un labo, on ne permet pas de prescrire des médicaments. Vous voyez, donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Maintenant, nous sommes dans un programme, on est en train d'améliorer la bibliothèque qu'on a dénommée Piutu Gaston, le premier recteur. Nous sommes en train de construire un amphithéâtre pour le G1 médecine. Je peux même vous montrer les plans et où nous en sommes. Et nous construisons aussi un centre d'accueil au sein de l'université qui permettra de recevoir beaucoup de professeurs visiteurs. Je revenais d'Europe, vous avez vu, j'étais en France et en Suisse. J'ai des contacts avec des professeurs pour des sciences pointues comme la microbiologie, la biologie, la chimie. Hein. Ces sciences qui évoluent tellement vite pour que ces professeurs puissent venir être logés au sein de l'université. Et cette année, nous avons ouvert un restaurant universitaire. Vous savez, nous sommes à côté du grand marché de la ville. Nos étudiants, à la pause de midi, ne savaient où aller. Et des fois, quand ils revenaient, à 14h, ils étaient un peu... ils ont trop mangé ou bien trop bu. Alors, on a créé ce que j'appelle UVB Plaza, où les étudiants ont un centre, un coin pour manger, donc un restaurant universitaire, avec un prix hyper accessible à chacun. On a mis des écrans de télé, ils peuvent suivre. On a mis des tables de tennis, on a du tatami, on a mis donc même... tout ça, c'est pour cette année oui, qui va commencer? Non, qui était l'année passée. Hein. Ah bon? On a un centre de musculation, un truc de sport, des tapis, de vélo. Dans les étudiants à William Booth, quand il entre, il n'a aucune envie de rentrer chez lui à la maison. Et vous n'avez pas l'ambition de créer des homes pour caser les étudiants? Ah, mon cher. Puisqu'on voit, quand on est dehors, on voit les bâtiments de William Booth bien réfectionnés, vos portails bien réfectionnés, mais à l'intérieur, il y a l'hangar qui est resté comme pareil. Et il y a le terrain où il y a une verdure qui pousse sans contrôler. Et on ne sait pas... Comment vous vous vantez de faire des grandes choses, mais il y a un contraste dans les réalités? Non, je pense qu'il n'y a pas de contraste. Je pense que nous sommes dans une planification, un plan. Je vous réponds directement. Il y a 5 ans, il n'y avait pas de portail, il n'y avait pas de clôture. Ça a été fait. Venez le soir, tout est éclairé. Il y a 3 ans, 4 ans, quand vous arrivez sous la pluie, vous n'arrivez pas à passer, vous mettez le pied dans la boue. Maintenant, depuis l'avenue du Kassai, jusqu'à l'auditoire qui est au fond, vous êtes sur une travée bétonnée, il n'y a aucun souci. Il y a un parking qui est fait, ça a changé. L'hangar que vous appelez l'hangar, là il y a une petite confusion. Le grand hangar, c'est l'église. On est en train de construire une salle de réunion. Attendez, voilà maintenant l'université est plus connue que l'église. Au fait, l'université... se trouve dans l'enceinte de l'église. C'est comme à l'UPC. Ça ne gêne pas la gestion des étudiants, les enseignements Non,
Nous avons 2 sites bien séparés. En avant-plan sur l'avenue du Kassai, vous avez ce que vous appelez le hangar. Mais c'est l'entrée principale des étudiants. Mais vous avez la salle centrale, oui, qui est aussi une salle qui permet de tenir des conférences. C'est la salle de l'église. Et vous avez l'église en construction. Je peux vous donner un secret. Le chef de l'armée du salut m'a confié la tâche de piloter la commission qui construit l'église. Maintenant, on pourra aller voir, l'église est en construction. On a déjà fini le mur du fond et ainsi de suite. Et cette église va aussi permettre à l'université de tenir de grandes conférences où on pourra avoir plus de 2000 personnes qui pourraient y assister. Et derrière, et c'est vrai, on a un terrain de foot qui malheureusement ces derniers temps n'a pas été entretenu pour la simple bonne raison qu'en pleine saison sèche et avec la session des examens, on ne met pas beaucoup de moyens sur ça, c'est vrai. Mais je crois que c'est le seul point noir, c'est ce terrain de foot qui est utilisé par tous les jeunes de Barumbu. Je les invite à utiliser le terrain parce qu'il n'y a plus de terrain à Barumbu, ils viennent, mais on a un terrain de basket. On a construit un terrain de basket et les jeunes de Barumbu, ça donne maintenant au basket en même temps que les jeunes de l'université. Vous voyez qu'il y a des choses qui se sont faites, il y a aussi celles qui devraient s'améliorer. Ça, je suis d'accord avec vous. Merci, M. Roger Oumoula, d'avoir accepté ces points. L'actualité, c'est aussi, puisque nous parlons de l'actualité croisée au cours de cette émission, c'est la politique qui bouscule. Ça bouscule tous les secteurs. Secteur économique, secteur éducationnel où vous êtes, secteur religieux. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez situer le monde de l'enseignement congolais à la politique? Comment est-ce que vous pouvez situer ça? Bon, pour moi, c'est un peu plus facile vu que, en tant que délégué des confessions religieuses, j'ai participé aux deux dialogues. De l'interdiocésain. Au dialogue de l'Union africaine avec son Excellence Eden Kojo. Oui. Et au dialogue du centre interdiocésain, de la CINCO, comme on le dit, avec les évêques catholiques. Ok, j'ai participé aux 2 dialogues. Mais de façon simple, il y a un lien naturel. Je peux me dire, ça coule de source, ça va de soi, entre la politique et l'académie. Les étudiants pour venir ont besoin d'un climat de paix, ont besoin que les parents aient les moyens pour financer leurs études, pour ceux qui peuvent le payer, les Minerval, le transport. Ils ont besoin de quiétude pour apprendre. Ils ne peuvent pas apprendre dans un climat de tension. Vous vous rendez compte? Étudier quand vous êtes stressé, comment vous allez apprendre? Donc il y a un lien entre la politique et les études. De toute façon, il y a aussi un ministère au niveau politique, au niveau du gouvernement qui gère l'enseignement. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Maintenant, le cadre général, le cadre actuel tel qu'il se pose, nous a créé beaucoup de difficultés. Déjà, les quelques violences qu'on a eues, les villes mortes, les journées où les gens n'ont pas pu se déplacer, ont eu une incidence sur l'enseignement. Les cours n'ont pas eu lieu. Il y a des fois où l'auditoire était à moitié rempli. Il y a des fois où, ce jour-là, les professeurs n'ont pas pu quitter leur lieu de résidence pour arriver à l'université. Ça arrivait. Mais heureusement, pour moi, c'était des épiphénomènes. C'est-à-dire, ce n'était pas tout le temps. Et à Kinshasa, on a, de façon générale, la paix. On a quand même un climat qui permet d'avancer. La grande difficulté, et je tiens à le dire, je regarde très bien l'écran, la grande difficulté, c'est ce taux de change qui a passé à 165. Les étudiants qui doivent payer leur transport, leur Minerval, comme ils vont faire. Les parents qui doivent, c'est ça le social, qui doivent envoyer leurs enfants, comment ils vont faire? Si vous perdez près de 40% de vos revenus, de votre richesse, parce que le taux a chuté, et c'est grave. Et on a senti cela même lors des inscriptions au rôle. Si nous devions attendre 2000 étudiants pour passer les examens, on a eu à peine 1200 étudiants. Où sont passés le 800? Parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer à cause du fait que le taux d'échange était élevé. Même le franc congolais devenait difficilement accessible à ce taux-là. Vous comprenez? Un parent qui est payé en franc congolais, les choses qui deviennent plus chères, en tout cas, met une partie de ses enfants au garage. Et c'est ce que nous avons vraiment vécu
je peux le dire, et même dans la gestion au quotidien de l'université, payer les salaires était plus difficile. Continuer l'investissement dont vous avez parlé est aussi difficile. Faire face à ces obligations. Vous êtes manager ici, vous devez payer. Hein? La question de l'électricité. Si chaque fois vous êtes au courant avec le groupe électrogène, le coût de fonctionnement de votre institution va augmenter, vous êtes d'accord? Donc il y a quelque chose qui nous a rendu la tâche très difficile. Le taux de change, la situation économique générale du pays a eu une incidence pour cette année académique. Alors vous appelez de tout le vœu que les animateurs actuels s'y penchent pour que la situation soit quand même redevienne normale. Bon, vous savez... Parce que puisqu'il faut que les étudiants viennent s'inscrire, il faudra que nous continuions avec tout ce qu'on a comme projet, il faut patati, il faut patata. Et le souhait serait quoi à votre niveau? Il faut généraliser. Il ne s'agit pas que de William Booth. Je pense que les autres institutions universitaires ont eu les mêmes problèmes. Même au niveau primaire et secondaire, ont eu les mêmes problèmes. C'est le cadre général. Hein, je parle ici du cadre général. Moi, j'aimerais plutôt appeler au bon sens de nos hommes politiques. Vous savez, à l'Union africaine, j'avais dit qu'il y avait le génie congolais qui existait. Vous savez, ailleurs, on se moque un peu du Congo, mais le Congo existe. Il exporte des cadres, il exporte du savoir. Les gens ne comprennent pas comment ça se passe ici, parce que nous sommes géniaux. C'est quoi? Je ne suis pas en train de faire l'éloge d'un peuple. Non, je suis en train de dire la vérité. Nous avons beaucoup voyagé à travers le monde. Le Congolais arrive à s'en sortir quand il met le génie pour le bien. Vous savez, on peut retourner une situation qui était désastreuse parce que des gens de bonne volonté ont mis ensemble leur intelligence. L'intelligence, mon frère, c'est la somme des intelligences. Je pense que nos hommes politiques, tels qu'ils sont là, ils aiment le Congo. S'ils pouvaient régler leur violon pour qu'ensemble, en mettant leur intelligence ensemble, nous changions de pays, nous changeons d'époque, nous changeons de temps. Nous ne sommes plus dans les années 60 où il y avait des querelles, des X, Y, Z. C'est fini ça. Vous ne pouvez même pas bloquer l'information. Les gens ont l'information. Donc, même la gestion du politique, la gestion politique a changé avec le multimédia, avec la connaissance que les gens peuvent acquérir par eux-mêmes, avec les informations qu'ils peuvent avoir par tous les moyens. Vous comprenez? Donc, il y a une autre façon maintenant de faire la politique. Et avant toute chose, améliorer la situation socio-économique de la population. Je crois que quelqu'un qui veut accéder aux hautes fonctions politiques, même au niveau du chef de rue, chef de quartier, ainsi de suite, jusqu'au-delà, doit chercher l'intérêt général. Et nous le voyons dans beaucoup de pays aussi. L'Afrique a changé. Hein. Le Congo s'est changé. On ne peut pas gérer le Congo aujourd'hui avec les règles d'il y a 40 ans, hein, il y a 20 ans. Celui qui essaiera de le faire va se taper le nez contre le mur. Il saura qu'il a pris la mauvaise formule au mauvais moment. Ok. Alors, monsieur Roger Bimola, nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de cet entretien consacré dans le cadre de cette magazine Actualité Croisée. Alors, je reviens dans le cadre universitaire dont nous parlons tout à l'heure, mais à vous voir, vous exprimer, voir le cadre qui nous accueille, c'est un beau cadre, mais d'ailleurs, il y a la route devant vous, la route est quasiment dégradée. Comment vous êtes en train de vous déployer pour que cette situation soit atténuée? C'est quand même devant vous. Hein? C'est lié à ce que je disais tout à l'heure. La situation est générale. On ne peut pas extraire l'université William Booth de la situation. Je pense aussi que devant certaines institutions, on a la même situation. La route est dégradée. L'avenue du Kassai est dégradée. Moi, je suis natif de Barumbu.
J'ai une SPL qui s'appelle Ensemble pour Barumbo. Vous appelez d'ailleurs les jeunes gens à aller se faire enrôler. Oui, j'ai mis des bons rôles. Pas seulement les jeunes allaient se faire enrôler. Vous portez la casquette politique déjà? Non, société civile. Les causes de la société civile, c'est l'éducation. Parce que vous agissez comme les politiques. Non. Et mettre le banderole, vous le mettez. Qui vous dit qu'ils ont le monopole de stratégie, de façon de faire? Qui vous a dit ça? Qui vous dit que le politique est au-dessus des autres de la société civile? Qui vous dit ça? Mais vous dansez la même musique? Non, on ne danse pas la même musique. Moi, j'écoute ma musique à ma façon. Vous aimez la musique classique. Moi, j'aime Zaïko. Il aime Kofi. Quel est le problème là-dessus? Il faut accepter la pluralité d'esprit, d'idées. Il faut s'ouvrir. Il ne faut pas rester dans un cadre restrictif où vous ne voyez que vous avec des ornières. C'est fini ça. Monsieur Roger, l'avenue Kassaï. L'avenue Kassaï, je le répète. J'ai dit aux gens de Barumbo, c'est ce que je suis en train de dire, que pour quitter Barumbo, il n'y a qu'une seule route, l'avenue du Kassaï. Ceux qui vont en ville, qui doivent rentrer à Barumbo, prennent quelle route? Il n'y a pas de route pour remonter. Déjà là, il y a un problème. On peut prendre le flambeau, mais ça contourne. Regardez cette commune. Totalement enclavée, mais qui est riche parce qu'elle est accolée à la commune de la Gombe. Les terrains ici valent beaucoup d'argent, mais les gens vivent encore dans des maisons, je m'excuse de le dire, en terre. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de caniveau. Il y a une véritable situation sociale qu'il faut régler. Pour cela, c'est pas t'entendre le chef d'État, non. Il faut déjà que les gens de Barumbo s'organisent au niveau de la commune, au niveau du quartier, ainsi de suite. Maintenant, pour revenir sur l'avenue du Kassaï, qui est l'avenue principale pour accéder en ville. Bokassé est fermé à cause des travaux, à cause du grand marché. Il n'y a que Flambeau. Sinon, il faut aller vers quoi? 24 novembre, où il est ri. Donc, Kassaï, c'est l'avenue principale pour accéder, à part la route de poids lourd, à la Gombe. Nous avons fait nos démarches et le gouverneur de la ville que j'ai rencontré personnellement s'est engagé à ce que cette année, dans moins de 3 mois, que cette avenue soit refaite. Donc, je suis confiant de dire ici que le gouverneur Kimbuta a pris un engagement pour essayer. Il a beaucoup de chantiers. Vous savez, beaucoup de routes, beaucoup de voies se sont dégradées. Je l'ai supplié pour que Kassaï soit mis en ordre utile, vu ce que je viens de vous dire, que c'est l'artère principale pour accéder au centre-ville depuis le stade, depuis comment on appelle ça? Depuis Funa, vous pouvez rentrer par Kassaï, Bokassa, Kassaï, vous accédez vers la gare centrale, vers la CNI, vers le Natra, ainsi de suite. Docteur Bimola, je salue votre franc-parler et nous allons chuter dans quelques poussières de secondes. Nous sommes déjà en plein pied vers l'année 2017-2018 à ce qui concerne les inscriptions. Et puisque vous avez lancé un appel à la jeunesse, vous êtes aussi un leader, vous avez lancé un appel à la jeunesse d'aller se faire enrôler. Et quel appel lancez-vous à la jeunesse à ce qui concerne votre établissement universitaire? J'ai lancé un appel à la jeunesse d'aller se faire enrôler. C'est un acte citoyen. Ça n'a rien à voir qu'on soit de formation X ou qu'on ne soit pas de formation. Il faut aller se faire enrôler parce qu'il y a un choix qui sera fait. Tout le monde se bat comme si les élections c'était la fin du monde. Non. Les élections, c'est une étape normale dans un pays. À échéance donnée, les choses se passent naturellement. Il faudra d'abord dédramatiser cette question électorale. Allez vous faire enrôler ne veut pas dire que parce que vous êtes enrôlé, on va... Non, c'est naturel. On doit se choisir des dirigeants à chaque échéance constitutionnelle. C'est clair. C'est la même chose que pour une année académique. On a les semaines de cours, 30 semaines de cours, et à la fin, il y a la première session, la deuxième session, proclamation des résultats, réinscription. Donc j'invite aussi, comme pour une année électorale ou bien pour l'année académique, ceux qui souhaiteraient se former dans un cadre où on craint Dieu et où l'on respecte le prochain, je les invite à venir s'inscrire à William Booth. Nous sommes l'université au cœur de la ville. Je vous avais parlé de la gare centrale. Nous sommes à moins de 500 mètres de la gare centrale, moins de 400 mètres du boulevard central, du boulevard du 30 juin. Nous avons plus de 7 facultés ici. Si je peux les citer, le droit, l'économie, sciences de l'information et de la communication, l'informatique, on a la médecine, on a les sciences infirmières,
Vous voyez, on a une possibilité pour se former parce que notre pays a besoin de compétences. Pour que la révolution de la modernité marche, c'est dont on parlait. Pour que le politicien congolais arrive à tenir tête aux politiciens étrangers, il doit se former. Il doit se former. Et l'université William Booth offre ce cadre d'excellence qui permet aux jeunes Congolais de se former pour être utiles à son pays. C'est notre mission que de les former. C'est aussi notre mission de dire aux politiques, aidez-nous à mieux former le citoyen congolais qui doit demain porter non seulement le politique, mais l'économie, le social, qui doit prendre des décisions en connaissance de cause. On ne doit pas improviser la gestion d'un pays. Ce n'est pas possible. Il faut former des gens qui soient ouverts, qui connaissent qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé à côté. C'est ça la formation, qui aime lire, qui aime comprendre et qui propose des solutions. Notre pays est un grand pays. Je m'excuse de dire ça. Je déteste ceux qui minimisent ce pays. Je déteste. Les gens diront, mais un chrétien qui je déteste, oui, Jésus aussi s'est fâché. Il a dit, qu'est-ce que vous faites de la maison de mon père? Je n'aime pas. Bon, je vais prier pour eux, je change. J'aimerais que ceux qui font tout pour que ce pays soit réduit en miettes, qu'il ne soit pas considéré, j'aimerais que ces gens-là changent. Le Congo a un bel avenir, une population extraordinaire, une faune, une flore extraordinaire. On nous envie cela. Mais nous ne sommes pas conscients. Mais nous avons le génie congolais. Les amis, je l'ai dit ici, nous avons tous étudié en Europe, en Afrique, sans bourse. On a travaillé pour étudier, on a réussi. On a étudié en allant en Europe, on a fait des écoles primaires et secondaires au Congo. On allait faire les universités là-bas. On a réussi, donc il y a quelque chose de bon. Et il y a des ingénieurs congolais qui font des prouesses là où ils sont. La diaspora congolaise, la médecine dans beaucoup de pays est tenue par qui? Par des Congolais. Pourquoi ils sont ailleurs et pas chez eux? Améliorons le cadre, c'est possible. Et c'est aussi possible de refaire une bonne redistribution. On peut, si on le veut, bien redistribuer pour que chaque citoyen congolais ait la capacité non seulement de vivre, d'envoyer les enfants à l'école, se former, pour qu'eux, à leur tour, créent encore plus de richesses. Voilà ce que je voulais dire dans ma longue conclusion. Alors non, ce n'est pas une longue conclusion, mais pendant que vous, à l'université William Booth, vous clôturiez l'année 2016-2017, il y a un sérieux feuilleton qui a gagné du terrain à l'Institut supérieur du commerce. Là, nous sommes à l'IEC, dans la commune de Lagombe. Vous êtes dans le cadre de l'enseignement, mais je ne sais pas, peut-être à une seule oreille, vous avez entendu ce qui se passe là-bas. Vous avez un conseil à prodiguer aux protagonistes qui ne veulent pas que la paix règne au sein de l'institution universitaire UEC. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement pour que la paix soit enfin restaurée? Vous ne pouvez pas dire aux protagonistes qui ne veulent pas que la paix règne au sein de l'UEC. Ça, c'est déjà un jugement, c'est pas bien. Je pense simplement qu'il faut mettre les intérêts des étudiants en avance. L'année est terminée et ce n'est pas conclu. Il y a la tutelle, il y a la gestion courante. Je pense que communiquer, c'est peut-être la meilleure des choses qui puisse arriver entre un dirigeant et son institution. Je pense que les hommes intelligents se parlent et ils sont intelligents. Je connais, moi, très très bien, et le professeur Bangala et son Excellence le ministre. C'est des personnes de haute valeur, de haute facture. Je crois qu'il faut laisser l'institution universitaire, en dehors de bagarres politiciennes et tout ça, laisser l'institution faire l'enseignement et le ministre administrer le ministère qu'il a sous sa gestion. Je ne veux pas rentrer dans ces débats parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais je ne vois que la conséquence négative auprès des étudiants qui se sont battus, qui ont travaillé pour terminer, qui ont des projets, peut-être de se marier ou de fonder famille ou de travailler. Maintenant, ça crée une difficulté. Je le dis, je crois au génie congolais, je crois au génie du ministre, je crois au génie des DG,
je crois encore plus au génie du Premier ministre et de tout le gouvernement. Donc je les encourage à trouver une solution rapidement à ce problème. Professeur, docteur, ingénieur Roger Bimola, je crois mettre un terme à ces magazines d'actualité, actualité croisée, qui vous a reçu ces jours, avec qui nous avons eu le temps de palper de manière un peu large certaines questions qui vous concernent, qui concernent l'institution dont vous êtes patron, qui concernent aussi la jeunesse congolaise en général et aussi la politique de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir accueillis dans vos cadres. Nous comptons vous revoir et vous recevoir dans une autre occasion, si Dieu nous prête vie. Quant à vous, mesdames et messieurs, qui nous ont fait confiance de vous informer pendant ces quelques minutes que le recteur Roger Bimola nous a accordées dans ces magazines d'actualité croisée, nous vous disons merci de nous avoir suivis et retrouvez-nous dans un autre numéro, toujours dans les cadres de ces magazines Actualité croisée. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés dans les programmes de notre chaîne. Je m'en vais déjà dire merci à Jimmy Dide qui a réalisé cette émission. Merci à l'administration de William Booth. Merci à tous ceux qui nous ont assistés. À nous revoir très prochainement. Au revoir.